Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan du mois de mai. J'ai lu en livre audio The Final Gambit, donc le tome 3 de Inheritance Game. Ça va plus se concentrer sur les jeux, J-E-U-X. Il y a tout un aspect autour des échecs. On va se concentrer sur les déplacements au sein de l'intrigue qui paraissent assez proches des jeux d'échecs, de quel coup faire pour gagner la partie dans la vie. Les personnages sont beaucoup moins élaborés et je me suis ennuyée dans cette lecture, bien qu'elle soit en audio. Ça a été assez déceptif et je suis contente d'avoir terminé cette trilogie. Maintenant, est-ce que ça me restera en tête? Je n'en sais rien. Je sais que j'ai beaucoup aimé le premier tome, qui était très simple à écouter, très simple à suivre. Mais pour la suite, ça a plutôt été un raté, notamment pour ce tome 3. Donc je vous laisse découvrir à votre tour. Ensuite, le roman graphique que j'ai lu, c'est Comme ça que je disparais, de Myriam Mal. Ici, Myriam Mal va parler de sa dépression et de son passage au sein de cette dépression. C'est très foncé comme dessin, contrairement au précédent que j'avais lu, qui m'avait beaucoup plu et qui est le dernier qu'elle a sorti. Il me semble que c'est Adieu triste amour. On va voir dans des songes, dans un parcours de vie, à quel point c'est difficile pour elle de faire avec les choses, de faire avec le quotidien, de ne faire ne serait-ce qu'une tâche, sortir, faire le ménage, nettoyer son appartement. Ça a été assez intéressant de le lire après le Sanaka, parce que je trouve qu'il y a des aspects qui se recoupent l'un avec l'autre. Je vous invite à le lire, même si c'est pas celui qui m'a le plus plu. Un livre que j'ai pu lire grâce à Ned Gallet, qui s'appelle Nos plus belles années de Clara Hérault. C'est un livre particulier. C'est un livre qui a gagné un prix, le prix Hachette, qu'elle a gagné grâce à son manuscrit qu'elle a publié, qui était disponible en ligne lors de la durée du concours et pour qui les internautes ont pu voter. Dans ce livre, elle va évoquer les premières années de la vie étudiante, l'arrivée à Sciences Po. On va suivre deux personnages, deux meilleures amies, qui viennent de Bordeaux et qui viennent faire leurs études à Lille. L'une, très scolaire, elle apprécie travailler et elle veut l'excellence, constamment. En parallèle de ça, on va suivre sa meilleure amie qui, elle, sèche les cours, qui est peu intéressée par les études supérieures et par les études en règle générale. Elle aime sortir, elle aime boire, rencontrer des garçons, plaire. Et ces deux jeunes filles qui s'aiment d'une amitié sans faille vont rencontrer un jeune homme qui s'appelle Léo. Léo, c'est celui qui est au pôle sécurité du BDE. Elles vont toutes les deux être très attirées par lui, sans savoir forcément que l'une l'est. On va traiter de violences sexuelles, il y a du viol. Et ça a beau être un roman adolescent, ce livre m'a happée tout du long. J'ai adoré suivre ces deux héroïnes. Je ne m'attendais absolument pas à ça. J'ai été très heureuse de pouvoir le lire grâce à Ned Gallet. Et même si ce n'est pas le type de lecture que je fais et si ce n'est pas le type de lecture que vous pouvez voir sur la chaîne, eh bien je vous encourage vivement à le lire. Je pense qu'il parle très bien de ces choses que l'on découvre et que ça a vraiment vocation à ouvrir la voie pour vous qui rentrent en études supérieures, pour vos petites sœurs, pour vos petits frères, et pour mettre sur le devant de la scène, au sein des études, ce sujet si important. Ce plan est tourné plus tard dans la journée, car je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mentionner un livre. C'est L'insoutenable légèreté de l'être, de Kundera. Dans ce livre, on va suivre plusieurs histoires d'amour, mais une en particulier, celle de Thomas et de Teresa. Les deux amants vont aller entre Prague, entre des villages et des villes. Ils vont parler de leur identité au sein de culture, au sein du savoir, au sein de l'art et au sein de leurs relations. J'adore lire les histoires d'amour. Cependant, c'était risqué. C'est un livre qui est très apprécié de beaucoup de gens. J'ai été happée pendant les 150 premières pages. Ça va beaucoup parler de politique et je ne m'y attendais pas. Et j'ai été un petit peu déçue quant à la place que ça a pris, même si c'est toujours des thématiques qui m'intéressent et que j'ai envie de développer pour moi, pour ma culture G.
Il y a tout un aspect sur la place de la femme. Il y a de très belles phrases, mais comme c'est déjà le cas dans certains livres que j'ai pu mentionner antérieurement sur la chaîne, il y a des phrases qui ressortent au milieu de toutes. Et le roman se perd. Il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de choses qui sont placées sans que ça n'ait grande importance. Je n'ai pas nécessairement compris cette alternance entre les couples. Il y a des points qui m'ont plu. La fin est extrêmement belle. Ça, c'est quelque chose que je n'enlève pas. Maintenant, est-ce que ça valait les 500 pages que j'ai lues auparavant? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'a manqué. Et j'en suis très déçue sur ce point-ci. Ce que je tiens à mentionner, c'est tout de même la place de l'amour, qui est en même temps cette détestation, cette fureur de se tromper, d'aller d'amour en amour pour Thomas, de ne pas être convaincu de l'amour pour Teresa et d'y être dévoué à la fois. Ça va être comment s'aimer et se détester en même temps. Et c'est sur ces points-ci que ça a été intéressant. Il y a un sexisme qui est ambiant chez Kundera et ce livre n'en fait pas exception. Je pense qu'il y en a tout de même des choses à tirer et je vous invite à regarder ne serait-ce que les premières pages pour savoir si ça pourrait vous plaire. Et enfin, j'ai terminé tout à l'heure L'heure des femmes, qui est un livre paru chez J.C. Lattès de Adèle Bréau. On va suivre deux histoires parallèles. Dans la première histoire, on va suivre Ménie Grégoire, qui était animatrice d'une émission sur RTL destinée aux femmes, et on va suivre une écrivaine qui va retracer la vie de Ménie Grégoire. On va vraiment se centrer sur la vie de Ménie et sur toutes les choses qu'elle a dû traverser, sur les avancées qu'elle a pu faire au sein de la société pour la place des femmes. C'est une femme dont je ne connaissais rien. Je pensais que c'était un personnage fictif et j'ai appris lors de la postface qu'il s'agissait en vérité de quelqu'un qui a réellement existé. C'était un livre que j'ai eu grâce à NetGalley en livre audio. Je ne m'attendais pas à ça, je l'avais déjà vu passer en ligne sur Instagram avec des maisons d'édition, des comptes littéraires. La radio, c'est un média que j'utilise très souvent. Moi, je suis une fervente utilisatrice de France Inter et de France Culture. Mais découvrir RTL sous cet aspect, c'était tout aussi enrichissant. Et découvrir le destin des femmes, l'histoire des femmes, l'émancipation des femmes, grâce à ce livre, m'a fait voir aussi comment c'était possible dans le cadre des médias, à une certaine époque, au moment où on parle de la pilule, de l'avortement, de la place des femmes au sein du couple, de la place de ménagère au sein du couple, du devoir au sein de la maison et de la chambre à coucher. Je pense que ça a vocation à élever la voix encore sur un passé et sur l'avancée qui est tout de même assez récente. Je passe au film. J'ai commencé le mois avec Blue Jean, qui est un film qui va revenir dans la vie d'une professeure d'éducation physique au sein d'un collège ou d'un lycée lors de l'année 88 en Angleterre, pendant que Thatcher est encore au pouvoir. L'homosexualité et le lesbianisme à l'époque étaient quelque chose qui était puni. L'enseignante devait se cacher. Il y a des soupçons au fur et à mesure de la part de ses élèves, et un soir, il y a notamment une élève qui l'aperçoit en boîte lesbienne. Il va y avoir une histoire de chantage de la part de cet élève, des accusations, et en même temps qu'il y a toute cette intrigue-ci autour de la place de l'homosexualité en société et du secret qu'elle doit faire perdurer afin de vivre décemment. On va être totalement habité par la couleur, qui est pour moi un aspect extrêmement important du film. Déjà, ne serait-ce qu'en voyant l'affiche, l'opposition entre le bleu et le jaune, ça crée tout de suite une image des années 80 et c'est quelque chose qui m'a extrêmement plu. C'est un film que je vous encourage à voir, libérateur, qui fait du bien, qui ne dure pas très longtemps pour tout ce qu'il évoque et qui est important. Personnellement, je n'avais pas conscience que la légalisation de l'homosexualité en Angleterre était si récente. Ça a aussi ouvert beaucoup de questionnements sur la façon dont c'était encore vu en société là-bas et en France. Le second film que j'ai vu au cinéma, j'étais vraiment transie à l'idée d'aller le voir. Et quelle fut ma déception!
J'ai donc vu Showing Up de Kelly Reichardt avec Michelle Williams en personnage principal. Dans ce film, on va suivre une femme qui est sculptrice. Elle crée des statues en papier mâché. Elle prépare sa prochaine exposition. Elle a son atelier qui est hébergé par une autre artiste. Il y a énormément de problèmes techniques de type électricité, chauffage, aération. On voit cet artiste dans sa création. Il y a ses problèmes techniques, mais aussi tous ses questionnements personnels, tous ses doutes, tout son travail créatif. Là où ça aurait pu me plaire, c'est que vraiment l'aspect artistique des films, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi et j'adore voir des artistes dans les films. C'est resté très silencieux et c'est quelque chose que j'apprécie souvent. Ici, ce n'a pas été le cas. Ça a été lancinant. Malgré les touches de burlesque qu'il peut y avoir, sa logeuse va lui demander de s'occuper d'un oiseau et il me semble que c'est un pigeon. Et le pigeon fait absolument n'importe quoi. Et au fur et à mesure du film, on va la voir se lier à ce pigeon. J'ai aimé la fin, qui est assez jolie. Est-ce que ça m'a transcendé? Absolument pas. Il y a tout ce fil narratif autour du pigeon et à la fois autour de l'exposition. Une envie de célébration de la femme, mais qu'elle n'a pas réussi à toucher du doigt pour moi. J'en reste assez distante. Sur les plateformes, le seul film dont je vais vous parler, il s'agit d'un film qui date d'il y a assez longtemps, qui n'est autre que Sur la route de Madison. Pourquoi mettons Titanic en égérie des comédies romantiques alors qu'il y a Sur la route de Madison? On va suivre un homme et une femme à travers un passé que les enfants de la femme redécouvrent. On va assister à cette histoire d'amour d'un instant entre une femme et un homme. Les acteurs principaux sont Clint Eastwood et Meryl Streep et le film est réalisé par Clint Eastwood. C'est pas forcément les films qui me marquent toujours, les siens, mais ici ça a été beau. Ça a été aussi très important de le voir pour moi parce que c'est le film préféré de ma mère. Et j'ai compris pourquoi. Et ça m'a touchée autant que je l'aurais voulu. Si vous n'avez pas encore vu ce film, qui a de la qualité au-delà d'être une comédie romantique, je vous encourage à le voir. Je vous parle de série. J'ai regardé la 2e saison de How I Met Your Father, qui est donc une réadaptation, une réécriture de How I Met Your Mother, dont je vous avais déjà parlé de la saison 1 le mois dernier. On va continuer à suivre cette histoire avec les mêmes acteurs, avec les mêmes intrigues. C'est plaisant, c'est court, c'est une sitcom qui est assez bien faite à mon sens. Surtout que j'avais déjà beaucoup aimé How I Met Your Mother. J'ai regardé la 2e saison de Love Life. Là encore, je vous en avais parlé le mois dernier, qui ici se concentre sur un éditeur qui a la caractéristique d'être noir et c'est quelque chose qui est assez marquant dans cette saison 2. Il va notamment rencontrer des femmes qui sont noires et lui n'a jamais été qu'avec des femmes blanches. Lorsqu'il rencontre ces femmes noires, elles vont lui dire que c'est pour ça qu'il a des caractéristiques de gentil noir, entre guillemets, apprécier des blancs qui ne posent pas de problème. Et à partir du moment où il décide de quitter sa femme, parce que ça ne va plus avec elle, il va avoir des relations avec des femmes noires et ça va aussi changer sa façon de s'intégrer en société, sa célébration de lui-même. Il y a eu des épisodes où j'ai trouvé que ça se perdait beaucoup, où je me suis lassée, ennuyée, mais à la fois j'avais envie d'y retourner. J'avais envie de terminer la saison. Ça a avancé dans le bon sens. On va célébrer l'art qu'il a en lui, les relations amoureuses qu'il tisse au fur et à mesure, et les périodes qu'on a pu connaître, telles que le Covid, et toutes ces choses-ci, l'élection de Trump, les États-Unis à cette époque, la représentation des Noirs à l'heure actuelle en notre société aux États-Unis. Je vous en avais déjà parlé et depuis l'affiche est sortie, la série est terminée, diffusée, elle est disponible en ligne. Il s'agit de Bardot qui est distribué par France TV. On va retracer la vie de Bardot. Je n'aime pas la figure qu'elle a actuellement, je n'aime pas ses prises de position, notamment politiques, parce que je ne les partage pas. Je trouve qu'elle a des envies nobles au sens de la cause animale. Néanmoins, je trouve que c'est quelqu'un qui a des valeurs qui ne sont pas les miennes. Cela étant dit, dans cette série, on va plus retracer l'histoire de la nouvelle vague, de son amour avec
la nouvelle vague, avec ses artistes qu'elle a connus, avec les réalisateurs qu'elle a connus. On va retrouver des réalisateurs qu'on a appréciés, qu'on ne connaît pas et que l'on découvrira à travers la série. On va découvrir des acteurs et des actrices qu'on a vus parcourir la même époque que Bardot. On va voir à quel point elle a aussi été une femme émancipée pour son époque, une nouvelle figure qui était très controversée pour l'aspect Brigitte Bardot, très séduisante, dont tous les hommes étaient éperdument amoureux, séduits, transis, à tel point qu'ils voulaient avoir une femme qui lui ressemble dans leur lit, mais en même temps cette figure d'émancipation de la bourgeoisie dont elle est issue. Parce qu'elle a été dans une famille très catholique, très conservatrice, et qu'elle est venue dire à sa famille « Non, moi je ne suivrai pas cette route ». C'est extrêmement important parce que ça caractérise foncièrement le personnage de Bardot. On va retrouver tous les paysages de la nouvelle vague que j'aime tant, et on va découvrir aussi toute la cinématographie qui habite Bardot à cette époque. C'est des films que j'ai appréciés, il y a notamment La Vérité. Clouseau, dans la série, il est détestable au possible et c'est aussi un aspect qui était extrêmement intéressant parce que j'adore son cinéma, mais ça n'empêche pas que le personnage n'était pas quelqu'un de plaisant. Et il a voulu pousser Bardot au moment où elle était enceinte, où tout le monde était contre elle au moment où elle voulait avorter. Et il y a aussi toute la place de l'avortement à cette époque-là, qui est extrêmement intéressant. Vraiment, ça m'a fait redécouvrir Bardot en tant que personnage. Et même si vous ne l'aimez pas en règle générale à l'heure actuelle, je vous encourage à regarder la série. Et maintenant, je vous parle des chaînes YouTube et des podcasts. En chaîne YouTube, je n'en ai découverte qu'une, The Riddler. Elle va surtout parler des livres qu'elle lit en règle générale, des vlogs lecture qu'elle fait afin de lire le plus de livres possible dans ses bibliothèques. C'est des vidéos assez classiques mais assez plaisantes. Elle a beaucoup de récits fantastiques, elle a aussi des graphiques. Elle lit aussi des livres classiques en règle générale et des contemporains. Donc c'est vraiment très éclectique et c'est peut-être aussi pour ça que vous vous retrouverez sur sa chaîne. J'ai écouté plusieurs podcasts d'entrepreneuses. Ça permet d'avoir un autre regard sur la freelance, sur le fait d'être indépendante. Donc j'ai écouté Pause Latte, qui est le podcast d'une créatrice de contenu qui vit à Bali, il me semble. Elle explore toutes les galères qu'elle a pu rencontrer, qu'elle rencontre encore, toute la place de l'indépendance, sa vie personnelle également, mais brièvement, et aussi à quel point ça l'a habité, je pense, les médias, pour décider de se mettre à son compte. Je trouve que c'est assez plaisant et intéressant et c'est des questions que je me pose aussi en règle générale de comment ça se passe quand on est indépendant. Donc si vous êtes dans ce cas, peut-être que ça peut vous intéresser. Ensuite, j'ai découvert les podcasts L'Abeille Blonde et An Eyes on You. L'Abeille Blonde qui va à la fois faire des interviews dans la saison 2, qui va parler de son quotidien, de sa réalité. Ça va à la fois revenir sur les relations toxiques, sur comment gérer son quotidien, sur sa vie en règle générale. Ça va aussi traiter des questions médiatiques, sur les questions d'indépendance, sur la vingtaine. Je trouve qu'elle est très plaisante à écouter et je vous encourage à aller la suivre et à écouter ne serait-ce qu'un podcast pour voir si ça peut vous plaire. Et An Eyes on You, c'est quelque chose qui est assez similaire. Ici, la créatrice va revenir sur son quotidien encore, sur ce qu'elle traverse. Elle est notamment journaliste et c'est aussi ce qui m'a plu. Journaliste indépendante, donc elle fait des piges beaucoup. Elle parle de cette réalité qui est tout de même très compliquée, je le sais, pour avoir des amis qui le sont et pour m'être posé la question. Il y a aussi une question de valorisation, il y a une question de trouver des journaux qui veulent bien vous embaucher. Toute la place de son quotidien parce qu'elle vit des choses qui ne sont pas toujours simples. C'est à la fois un format journal intime, réalité de la vie, interview. Franchement, je pense que vous avez à boire et à manger en allant écouter ces deux podcasts. Donc je vous encourage à aller ne serait-ce que jeter un coup d'œil pour voir si ça peut vous plaire. La dernière chose dont je vais vous parler dans ce bilan culturel, il s'agit du dernier podcast qui n'est autre que le podcast de Amy, qui est également créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et qui s'appelle Journal d'une vie. Amy, je la suivais déjà auparavant. Ça fait quelques mois qu'elle n'a pas posté sur sa chaîne YouTube,
mais elle vit à Montréal depuis plusieurs mois. Initialement issue d'un parcours de droit, elle était dans le sud de la France et du jour au lendemain, elle a réussi à avoir son PVT et à partir au Canada. Actuellement, elle est encore là-bas. Elle a réussi à avoir un deuxième PVT. On va traverser son road trip. Moi, j'ai notamment regardé ses vidéos où elle était en road trip à travers le Canada. C'était excellent. J'ai découvert aussi tout son parcours pour partir. J'adore suivre son quotidien à travers sa voix. Je trouve qu'elle est extrêmement agréable. On parcourt beaucoup de questions qu'elle se pose. Trouver son premier boulot, sur le manque avec sa famille et sur ses questionnements personnels aussi, ses relations amicales, amoureuses, sur le fait de se sentir seule. Encore une fois, je pense que le titre du podcast le dit assez bien. Ce n'est que le journal d'une vie et j'adore suivre son quotidien. J'ai oublié de vous parler de l'exposition que j'ai faite au musée d'Orsay. Je me suis rendue et je vous en ai également parlé dans ma précédente vidéo. J'ai fait l'exposition Manet Degas qui est disponible encore pendant l'été. J'ai été relativement déçue, notamment pour les couleurs qui étaient très sombres. Je n'ai pas pris énormément de photos, donc je ne peux pas exactement vous montrer. Les meilleures peintures et sculptures se trouvent au 5e étage, comme je l'ai mentionné dans ma vidéo Coffee Talk, que je vous laisse aller regarder. J'espère que ce bilan culturel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me parler sur Instagram, suivre tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, tout sera en barre d'infos et j'ai grand hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Sur ce, à très bientôt. Ciao.